Il y a 400 000 ans, un nouvel homme voit le jour. Il est le premier représentant d'une famille extraordinaire, celle des Homo sapiens, la nôtre. Ces enfants traversent les mers et les montagnes, s'adaptent à tous les climats. Plusieurs fois, ils perdent tout, mais trouvent toujours le moyen de survivre et d'aller au-delà de leurs limites. Ils apprivoisent les plantes, les animaux. Ils construisent des villages et changent les paysages. L'homme devient la plus puissante créature du monde animal. Ils se lancent à la conquête de l'imaginaire, découvrent l'art, la magie et les rêves. Nous sommes leurs enfants. Leur savoir s'est transmis sur plus de 50 000 générations pour arriver jusqu'à nous. Quelle est leur véritable histoire ? Comment ont-ils peuplé la Terre? Comment ont-ils fait pour que nous soyons là, aujourd'hui? Voici l'histoire de la fabuleuse ascension de notre grande famille, celle des Homo sapiens. Comment débute cette histoire? Comment notre espèce est-elle apparue? D'où vient-elle? Rappelez-vous, il y a 8 millions d'années, la planète se refroidit soudainement. L'eau est aspirée par les pôles. Une immense calotte de glace se forme en Europe et en Asie. Au nord, la vie commence à s'acclimater au froid. Sous les tropiques, la nature assoiffée cherche désespérément un peu d'humidité. En Afrique, les grands singes voient leur forêt disparaître. 2 d'entre eux, Ororin et Toumaï, s'adaptent à la savane et inventent une nouvelle façon de se déplacer. Ils se mettent debout. Ils disparaissent il y a 4 millions d'années en donnant naissance à de nouvelles espèces mieux adaptées, les australopithèques. Lucie et ses congénères se mettent en marche. Ils survivent en se nourrissant de végétaux de plus en plus durs et coriaces, puis tombent à leur tour, victimes de leur fragilité et des prédateurs. Alors arrive Homo habilis, l'homme habile, le premier véritable représentant du genre humain. Il invente l'outil, commence à agir sur le monde et à le parcourir. Son évolution le change en Homo erectus, l'homme dressé, le découvreur du feu. Le pouvoir de l'homme fait un bond immense dans le règne animal. Erectus se lance à la conquête du monde. Il sort d'Afrique, entre en Asie et en Europe. Quelques dizaines de milliers d'hommes et de femmes, dispersés en petits groupes, qui préparent sans le savoir l'arrivée de notre espèce. Imaginez. Nous sommes il y a 400 000 ans, au cœur du continent africain. Homo erectus marche parfois jusqu'à 50 km par jour pour survivre. Il chasse de petits animaux, cueille des baies et des racines, pour lui et les siens. Parfois, il meurt sur le chemin. Au mieux, il vit jusqu'à 25 ou 30 ans. La disparition d'un des leurs est toujours vécue comme une souffrance. Mais Erectus ne sait rien du mystère de la mort. Où est parti le souffle? Pourquoi ne bouge-t-il plus? Et toujours derrière eux, le danger qui menace. Il faut marcher ou mourir. C'est la loi. La dépouille est abandonnée aux animaux. On se rappellera encore quelque temps de l'être aimé. Puis le souvenir s'évanouira. Quand Erectus s'installe pour la nuit, il commence par construire des abris pour se protéger. Puis il fait un feu pour écarter les prédateurs. Il sait aussi faire toutes sortes d'outils, mais
Tout cela ne compte pas pour la femme qui porte l'enfant. Voilà des jours qu'elle ne mange que des racines. La femme a besoin de force pour celui qui bouge en elle. Elle ne veut plus de ses racines. Le chef Erectus sait très bien qu'il n'a pas réussi à trouver de gibier. Il sait très bien que ses racines sont amères et ne calment pas la faim. Mais ce n'est pas une raison pour le lui faire remarquer. Erectus est curieux et toujours à l'affût de la moindre nouveauté. Le chef a déjà entendu ce bruit, mais aujourd'hui ce son qui résonne lui plaît. Mais soudain, ça ne résonne plus. Ça ne résonne plus. Ça y est. Si on colle son oreille, c'est beaucoup mieux. Homo erectus est chasseur. Au petit matin, le chef et son frère sont partis sur les traces prometteuses d'une qui marche sur deux pattes. Mais la trouver ne suffit pas. À la course, elle est beaucoup trop rapide. Alors, on organise un stratagème. Chacun son rôle. Un qui rabat, l'autre qui attend. Des termites jaunes. Les jaunes, lui, il ne peut pas résister. Le chef connaît bien le caractère de celle qui marche sur deux pattes. Avec ses œufs, c'est une maniaque. Elle les connaît tous un par un. Et s'il en manque ne serait-ce qu'un seul, c'est la crise. La chasse est lancée. Le piège va se refermer sur l'animal. Mais que fait le frère ? Si elle le rattrape, c'est la mort. Ses pattes sont coupantes, comme des silex. Son bec lui pique la peau comme une pointe de lance. Le frère trouve toujours un moyen pour tout gâcher. On ne peut pas lui faire confiance. Mais l'animal ne peut plus fuir. C'est une bonne chose. Ce jour est un bon jour pour Erectus. Erectus commence par manger l'estomac, riche en végétaux. Puis il découpe l'animal pour le transporter dans ses campements. Les images de la capture sont encore dans la tête du chef. La bête est tombée dans le trou et tout est devenu facile. Il y a là une idée, mais les mouches piquent et l'empêchent de réfléchir. Le corps d'Erectus est de moins en moins velu. Sa peau nue est constamment soumise aux agressions des insectes, surtout les endroits sensibles. À cet endroit, le frère n'est pas piqué par les mouches. C'est la peau de l'animal. Avec la peau, les mouches ne piquent plus. C'est peut-être comme cela qu'Erectus a inventé l'habit. Le partage de la viande est soumis à la place que chacun occupe dans la hiérarchie du groupe. Les chasseurs sont servis les premiers, puis viennent les femelles préférées, auxquelles on réserve un morceau de choix. Celle qui porte l'enfant a maintenant son gibier, et Erectus est conforté dans sa fierté de chef et de protecteur. Mais le pouvoir n'est jamais acquis. On tourne le dos et quelqu'un est prêt à vous prendre la place. Sa peau. Il a oublié sa peau. C'est sa peau. C'est sa place. Et il est le chef. Il y a des choses qu'on ne partage pas.
comme la femme qui porte l'enfant, comme la souffrance ou l'espoir. De toutes les images qui remplissent sa tête, est sortie celle d'un trou. Le chef a décidé d'en creuser un, là où les animaux viennent boire, pour qu'ils tombent dedans, comme celle à deux pattes. Mais de creuser la boue a donné une nouvelle apparence à son corps. Le chef est surpris. Il ne reconnaît plus son frère. Le rire est certainement apparu à cette époque. Un comportement qui aura de l'avenir. Peut-être les premiers rires de l'humanité, mais aussi la découverte du beau, grâce à une trouvaille d'importance. Une pierre différente des autres. Il la trouve belle. Alors la pierre devient autre chose. Une parure qui fait plaisir à regarder. Et sur lui, qu'est-ce que ça donne? Il n'est pas beau comme ça? Beau et différent. Maintenant, c'est sa pierre. C'est son signe. Le signe du chef. Le chef voudrait que celle qui porte l'enfant regarde la pierre. Mais ce n'est pas le moment. La douleur est montée dans le ventre de la femme. La femme veut être seule pour ce moment où l'enfant tombera de son ventre. Elle sait ce qu'elle doit faire, sans l'avoir appris. Le chef est plein d'espoir. Le piège, la peau qui protège, la pierre. Mais l'enfant, va-t-il arriver? Une fois sur deux, il vient sans le souffle, comme ceux qui tombent sur le chemin. Parfois même, les douleurs se terminent par la mort de la femme. La vie viendra-t-elle? Il est vivant. C'est une petite fille. Elle a une drôle de tête, avec son front tout droit et sa peau sans poils. Elle a l'air si fragile et vulnérable. Le chef ne veut pas que le froid prenne son souffle. Il sait maintenant. Sa peau n'est plus pour lui. Sa peau est pour l'enfant. Sans le savoir, ils viennent de donner naissance à une nouvelle espèce d'homme. Une espèce qui va bientôt les remplacer. Homo erectus sent peut-être qu'il a fait son temps. Et que l'avenir est là, entre ses bras. Homo sapiens arrive. Il va changer la vie des hommes et conquérir le monde. L'évolution d'Erectus en sapiens s'est faite sur des centaines de générations. Petit à petit, son corps devient plus élancé. Son front se redresse. Son cerveau devient plus vaste, plus complexe. Sapiens sort d'Afrique et explore le Moyen-Orient. Il commence à s'habiller, développe son sens esthétique et ses outils. Sa pensée et son imagination vont faire de lui un autre homme. Nous sommes à moins 100 000 ans. Les orages de chaleur sont les pires. Ils tuent à chacun de leur passage. Mais d'où vient cette lumière qui aveugle? Qui crache cette colère qui fait trembler nos crânes? Un d'entre nous va trouver une réponse au grand mystère de la mort. Il s'appelle Neka le Jeune. Depuis qu'il s'est chassé, Neka protège sa mère et sa petite sœur.
Le clan avait marché depuis la venue du jour. Le vent s'était levé soudainement et le ciel s'était mis à cracher du feu. Le chef avait cherché un refuge, mais rien. Et l'on s'était serrés les uns contre les autres en attendant que passe la fureur de la nature. Naoki, la sœur de Neka, a eu peur. Et elle est partie tout d'un coup, sans prévenir. Sa mère l'a suivie pour la protéger. C'est à ce moment que la tragédie est entrée dans la vie de Neka. De la foudre tombée sur la mer, une bête à cornes est apparue. Neka l'a vue. L'animal est parti en laissant les corps de sa sœur et de la mère sur le sol. Elle ne bougeait plus. Neka n'avait pas su les protéger. Il s'en voulait. Il fallait qu'elle bouge, qu'elle se remette debout. Très vite, notre chef a compris que le souffle les avait quittés. Mais Neka ne voulait pas croire. Il refusait d'entendre et de voir ce que tous voyaient. Elles étaient mortes. Il n'y avait rien à faire. Et le chef voulait partir au plus vite. Mais Neka voulait rester là. Il voulait attendre qu'elle se réveille. Comme si c'était possible. Le chef ne comprenait pas. Mais il ne pouvait pas abandonner Neka. Alors on s'est arrêté là. Au début, c'était juste pour une nuit. Sapiens est nomade. Avec ses peaux, il fait maintenant des abris. Son langage s'est perfectionné. Il a des mots pour parler des choses abstraites, comme du temps derrière soi et du devant. Son cerveau a plus de mémoire. Il est capable de plus d'associations. Son imagination s'en trouve augmentée. Et il est probable que ses rêves deviennent plus impressionnants. Dans son sommeil, Sapiens croit qu'il voyage dans un autre monde. Un monde parallèle, situé derrière les yeux. Le clan dormait encore quand une bête à grandes cornes est venue boire à la rivière. Le corps d'un animal de cette taille, c'était de la viande pour tout le clan. Pour Neka, cela ne faisait aucun doute. C'était la même bête à cornes, celle qui était venue la veille, dans la grande lumière. Cette fois-là, le chef n'a pas été trop maladroit. Elle était blessée à mort. Le chef était fier. Le clan aurait des semaines de nourriture grâce à lui. Mais ce n'est pas la viande qui occupait les pensées de Neka. Dans le souffle de l'animal qui s'enfuyait, il entendait gémir la voix de sa sœur. Au moment où la bête perdait la vie, l'inexplicable est arrivé. Le souffle de l'animal avait disparu et celui de sa sœur était revenu. Comment était-ce possible? Naoki respirait. Naoki. Elle retrouvait la vie. Naoki. 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 Non. Non. Naoki. C'est ainsi que Naoki est revenu parmi nous, et tout le monde s'est réjoui. Mais Neka était préoccupé. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Naoki. 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 Naoki, gars! Viens où?
L'animal avait-il donné son souffle à sa sœur? La mort de l'animal avait-elle permis de redonner la vie à Naoki? C'était un grand mystère. Le chef aurait voulu qu'on le félicite pour sa prise, et tout le clan était fasciné par le miracle de Neka. Neka avait un nouvel espoir. Peut-être restait-il dans la peau de la bête un peu du souffle de l'animal pour le donner à sa mère. Au début, tout le monde s'est dit que Neka avait perdu la raison. Mais il suivait une idée fixe. La bête à cornes pouvait redonner vie à sa mère. On espérait aussi que la mère reviendrait. Mais le comportement de Neka nous échappait. Il ne mangeait pas. Il restait près du corps, en attendant un signe. Le signe est venu du ciel. Comme toujours, les charognards sont arrivés pour prendre le cadavre. Mais Neka refusait cela aussi. Si les vautours prenaient la chair de sa mère, aucun souffle ne pourrait y revenir. C'est peut-être ce jour-là qu'Homo sapiens a inventé la première sépulture. Pour protéger le corps du défunt, probablement aussi pour se protéger de la vision de ce corps qui pourrit, car même sans les vautours, le corps disparaissait petit à petit. Nika! 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 Le chef voulait que Neka mange, et il s'est personnellement déplacé pour lui offrir un morceau de choix, ce qu'il ne fait jamais. En fait, il voulait que Neka lui donne le secret de sa magie. Il voulait comprendre comment Neka avait redonné vie à Naoki. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Nika! Neka lui disait que sa mère vivait dans un autre monde et qu'elle devait manger. Il divaguait. Mais le jeune a donné sa viande pour la mère. C'en était trop. Elle n'avait plus besoin de nourriture, elle était morte. Ce monde, certains d'entre nous ont commencé à y croire. C'était le monde dans lequel on allait en dormant. On y croisait nos morts. C'était le pays des songes. Quelques jours plus tard, 3 d'entre nous ont décidé de quitter le clan. Nous étions nombreux et les conflits éclataient trop souvent. Ils voulaient trouver un autre clan et un autre chef. Celui-là, il ne le supportait plus. Avant de partir, il voulait entendre encore Neka raconter les images qu'il voyait derrière ses yeux. Il voulait écouter le récit extraordinaire de la mère de Neka, pour ne pas l'oublier, pour l'emporter avec eux. Neka voyait l'autre monde, celui où les morts allaient quand le souffle les quittait. Il y voyait sa mère avec la bête aux grandes cornes. Et sa mère le regardait comme pour lui dire que tout allait bien, qu'elle n'avait plus faim, qu'elle n'avait plus froid. Derrière ses yeux, il y avait une lueur qui disait que la vie continuait ailleurs, une vie après la mort. Et cela change tout. Ces croyances sont sans doute les prémices de la pensée religieuse,
Une extraordinaire composition de l'imaginaire qui dotera Sapiens d'une force phénoménale, la foi. L'idée d'éternité va se répandre chez tous les peuples et apaiser l'angoisse de la mort. L'homme peut maintenant s'engager au-delà des limites de sa propre existence. Le temps des croyances chamaniques est arrivé. Le monde des esprits côtoie maintenant celui des vivants. Nous sommes entre moins 100 000 et moins 50 000 ans. Sapiens explore presque tous les territoires de la planète. Certains vont vers l'Asie, d'autres vers l'Europe. Pourquoi se risquent-ils dans un monde inconnu? Suivent-ils les migrations du gibier ou les signes de la nature? Beaucoup croient au pouvoir du soleil et de la lune. Il y a 50 000 ans, le premier groupe d'Homo sapiens arrive au sud de l'Europe. Ce clan voue sa vie au soleil. Sa disparition en plein jour les terrifie. Une femme entre en transe pour lutter contre les dévoreurs de lumière. Il revient. Le soleil revient. La femme qui les guide est chamane. Elle s'appelle Nata et est l'aînée de 3 sœurs. Pour Nata, le soleil assombri est un mauvais signe. Les soleils doivent être forts pour que vive le clan. Il faut les suivre derrière les montagnes, jusque dans le pays où ils vont tous. Face à l'immensité des Alpes, ils devraient renoncer. Pourtant, la foi les porte, et ils n'hésitent pas à s'engager dans le voyage le plus périlleux qu'ils aient jamais fait. Sapiens découvre la terre blanche pour la première fois, mais leurs pieds brûlent. C'est comme une peau sur les choses qui prend la forme de tout ce qui la touche. Alors, pour se protéger du froid, Sapiens invente la chaussure. Rien n'arrête la détermination de la chamane. Il faut continuer à monter. Et leur peau se met à piquer, leurs membres se mettent à geler. Ils voudraient redescendre, mais personne n'ose défier Nata. La chamane décide pour le clan. Chez Sapiens, le matriarcat est largement répandu. Les femmes ont l'autorité. Elles sont responsables de l'avenir du clan. Les hommes suivent. Le muet vient de perdre son oreille. Il n'y a ni sang, ni douleur. Que faire de son oreille gelée? Comment la rattacher? Le muet attend la vie de la femme chamane. Il n'y a rien à faire. Sauf peut-être la manger. Non, le muet préfère la manger lui-même. Après tout, c'est son oreille. Un soleil nouveau s'est levé ce matin. Mais ses premiers rayons n'apportent ni chaleur, ni nourriture. En allant vers les terres froides, la peau de Sapiens s'est éclaircie, afin de mieux capter les rayons ultraviolets et de favoriser la synthèse de vitamines essentielles. Ils sont adaptés à une plus faible exposition au soleil, mais pas à la haute montagne. Durant son sommeil, la première sœur de Nata est partie dans l'autre monde. Son corps froid est devenu dur, comme du bois. Les croyances de Sapiens sont aussi nombreuses que les mystères de la nature. Pour ce clan, il n'y a pas de sépulture. Ils offrent le corps des défunts à la lumière. Elle les mange et les emmène vers le pays de l'autre vie. Nata accompagne les morts pour les aider à trouver le chemin. Un jour,
elle retrouvera sa sœur dans le monde des soleils. Ils continuent d'avancer. Ils n'ont mangé que de la neige depuis 3 jours. Nata leur a promis qu'au bout du chemin, la nuit n'existait plus. Et cela leur donne du courage. Mais le courage ne nourrit pas les plus faibles. Chez Sapiens, tout le monde n'a pas droit à une cérémonie. Certains sont abandonnés, sans rite funéraire. Nata, c'est la peine qu'éprouve sa sœur. Elle ressent la souffrance de son clan, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Comment ont-ils fait pour résister? Est-ce leurs habits en peau ou la graisse animale dont ils s'enduisaient le corps? La conquête des terres vierges se paye au prix fort. Sur le chemin, Sapiens laisse beaucoup des siens. Mais tous ces territoires explorés profiteront aux prochaines générations. Ils sont désormais moins que les doigts d'une main. Alors que leur force les abandonne, l'espoir renaît. 3 formes, recouvertes de neige. Certainement des animaux. De la nourriture, pour retrouver des forces et aller jusqu'au bout du voyage. Ils sont sauvés. Des pierres. Plusieurs pierres. Que font ces pierres sur des animaux? Une aile d'oiseau, mais elle n'a pas de chair. D'autres hommes sont venus avant. Mais qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? Pourquoi ces corps emprisonnés sous la pierre? Leur crâne ne ressemble pas au nôtre. Nata est perdue. Le pays des soleils n'est pas ici. Il n'y a rien à manger. Ils sont condamnés. Dans cet enfer, personne ne peut survivre. Personne, sauf peut-être un être exceptionnel. Dans cette Europe froide et hostile, une autre espèce humaine s'est parfaitement adaptée au milieu, l'homme de Néandertal. Nata et les siens viennent d'entrer dans leur territoire. Ils ont ouvert les tombes de leurs ancêtres. Néandertal est lui aussi un descendant d'Homo erectus. Son ancêtre est arrivé en Europe il y a 2 millions d'années. Il s'est adapté au froid qui s'installait et est devenu une force de la nature. Le chef Néandertal a décidé de ramener les étrangers au camp. Quand Nata ouvre les yeux, elle ne sait plus si elle est dans le monde des vivants. Quels sont ces gens qui ne sont pas tout à fait des hommes? Sans jamais avoir été en contact avec Sapiens, Néandertal aussi fait de son côté de nombreuses découvertes. Le monde invisible, les croyances, la musique, le feu. Il vit dans des cavernes et enterre ses morts. Nata et les siens ont été recueillis par le clan de la Lune. Leur chef veut savoir qui a osé déterrer ses ancêtres. Le visage de Nata l'intrigue. Qui sont ces êtres au front plat? Il faut qu'ils reviennent à la vie. Celui qui mène le clan de la Lune veut tout savoir sur eux. La chamane reprend parfois conscience. Mais ce qu'elle découvre est si étrange et différent de tout ce qu'elle sait.
wa. Toe won. Toe won. Que font-ils de son compagnon? Samke. Ils ne peuvent pas faire ça. Samke. Il doit rester avec elle. Elle a besoin de lui. Toe. Différence de culture, de langage, de mode de vie. Pour ces sapiens, les cultes de Néandertal sont des sacrilèges. Pourtant, sa culture n'est pas moins riche ni moins belle. Le lendemain, l'odeur de la viande grillée réveille Nata et sa sœur. La faim est plus forte que tout. Depuis la neige, elles ont tout oublié. Où sont-elles? Qui les a amenées ici? Peu à peu, les images de ces hommes au gros nez reviennent peupler les pensées de Nata. Qui sont ces gens? Les souvenirs de son périple repassent. Samke. Ce n'était pas un rêve. Et Samke, où est-il? Nata se souvient maintenant de l'endroit où ils ont enfermé son compagnon. Elle ne sait pas ce qu'est une tombe. Ils l'ont caché, comme un gibier qu'on garde pour plus tard, comme les squelettes dans la neige. Samke. Samke. Samke est mort. Samke. Elle doit le rendre à la lumière pour que son esprit puisse partir avec le vent des montagnes. Pour survivre pendant la froidure de l'hiver, Néandertal se nourrit principalement de viande. Il est le plus grand chasseur de la planète. En rentrant à la caverne, une surprise attend le chef. Le mort, enterré la veille, est parti. Il a fui. Où es-tu? Montre-toi. Il est peut-être entré dans la terre. Mokta. Mokta. Quelle est cette voix étrange? Est-ce lui qui appelle? Son mort était là, et la femme criait. Le chef Néandertal ne comprend pas la transe de Nata. Mais il est surpris par les mouvements de son corps. Nata et sa sœur resteront avec le clan de la Lune. Sans le savoir, ces sapiens auront découvert un nouveau continent, l'Europe. Cette traversée des Alpes a ouvert la route, et d'autres suivront bientôt les traces de ces pionniers. Cette rencontre n'est que la première. D'autres suivront. Dans quelques millénaires, Sapiens et Néandertal vivront ensemble une aventure exceptionnelle, celle de la grande chasse. Au même moment, de l'autre côté de la planète, Homo sapiens découvre l'Asie. Avec la glaciation, le niveau des océans est alors 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Les îles d'Asie du Sud-Est sont reliées entre elles. Homo sapiens va pousser son voyage jusqu'à la limite des terres. Au cours de ces migrations, Sapiens a changé d'apparence. Les climats et les environnements ont modifié la forme de ses yeux, de son nez et la couleur de sa peau. Il a aussi découvert un nouveau et fabuleux moyen pour se déplacer, la navigation. Depuis des générations, le clan de la rivière a fait des fleuves le centre de sa vie. Pour eux, l'eau est sacrée. Elle est la direction qu'ils suivent et les protège contre les dangers. Voilà des mois qu'ils descendent ce cours d'eau. Et ils ont traversé la péninsule indonésienne sans avoir croisé un seul clan. Pourtant, un autre humain est déjà là depuis longtemps.
et il observe chacun de leurs gestes. Cet être humain est lui aussi un descendant d'Homo erectus. Arrivé ici il y a presque 2 millions d'années, il a évolué en plusieurs sous-espèces qui peuplent toute l'Asie. Homme de Pékin, homme de Java ou homme de Flores. Chacun d'entre eux est adapté à son milieu. Le jeune est le seul à l'avoir vu, et personne ne veut le croire. Le clan de la rivière ne s'arrête jamais de naviguer. Ils suivent le sens de l'eau, se laissent porter par les courants de cette veine qui devient chaque jour plus large. Il y a 60 000 ans, le clan de la rivière arrive au bout des terres d'Asie et découvre l'océan Pacifique pour la première fois. Pour eux, cette étendue d'eau est un nouveau fleuve dont on ne voit pas l'autre rive. Ils n'ont jamais vu ça. Ils sont fascinés par ces vagues immenses, par ce son qui fait trembler leur corps. Le chef est déterminé à trouver le chemin jusqu'au bout de l'eau. Il a décidé de partager le clan en 2 groupes. Il part avec son chaman et sa famille et reviendra ensuite chercher le reste du clan. Homo sapiens ne sait pas encore qu'en face de lui, des milliers de kilomètres d'eau profonde sont prêts à l'engloutir. Emporté par sa foi, ce petit groupe d'hommes et de femmes s'élance à la conquête d'un océan dont ils ignorent toute la monstruosité. Ceux qui restent ont installé leur campement. 3 femmes et un enfant, protégés par un seul guerrier, Œil de Serpent, le plus habile pêcheur du clan. Depuis leur installation, l'homme curieux est venu plusieurs fois, toujours le même, et il fait toujours la même chose. Œil de Serpent veut le rencontrer. Il sait qu'il faut toujours apprivoiser ceux qui viennent d'ailleurs pour éviter qu'ils ne deviennent mauvais ou dangereux. L'homme repart toujours. Son attitude est incompréhensible. Cette fois-ci, Œil de Serpent a décidé d'agir différemment. Il sait qu'aucun homme n'a réussi à le prendre de vitesse. Dans cette jungle asiatique, il sait lire tous les signaux, décrypter les cris des animaux et localiser n'importe quelle créature à distance. Il est là, tout près. Que veut-il? Œil de Serpent s'est fait capturer comme un buffle aveugle. Œil de Serpent est tombé dans les griffes d'un génie de la forêt. Ces Homo erectus sont en réalité de formidables chasseurs. Leurs règles pour la survie dans un milieu tellement hostile préconisent que tout être vivant est mangeable, même les humains, dans certaines circonstances. Ces Homo erectus l'ont capturé comme ils auraient pris un bel oiseau. Pour l'instant, il regarde ses plumes et ses couleurs. Il l'invite à partager leur repas. Mais de quel sang s'agit-il? Vont-ils après cela le tuer et le manger à son tour? Œil de Serpent doit rester calme. Ceux qui naviguent vers l'autre rive ont vite été emportés. Les vents et les courants les éloignent de toute terre. Quand ils se réveillent ce matin-là, il n'y a plus aucune rive,
ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a plus un seul oiseau dans le ciel. Isia! Isudra! Isudra! Rasi troppo! Isia! 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 Isiera! Atta! Isiera! Le monde a disparu. Le fleuve géant a tout recouvert. Il dérive lentement vers l'Antarctique. Œil de serpent est vivant. Ils sont sauvés. Œil de serpent a excité la curiosité de ces chasseurs. Ils veulent en savoir plus sur les secrets de ces hommes peints qui marchent sur l'eau, sur le pouvoir de leurs coquillages et de leurs hameçons. Le chef du clan n'est toujours pas revenu. Que faire s'il ne rentre pas? Affaibli par le manque d'eau, le chaman vient de mourir. Ses croyances se sont effondrées. Souvent, face à la violence de la nature, Homo sapiens doute de la raison de son existence. Ceux qui marchent sur l'eau commencent à échanger leur savoir avec ceux de la forêt. L'art de la parure, les techniques de pêche, la fabrication des outils et des habits. Des liens se forment entre ces deux populations pourtant si éloignées génétiquement. Il est probable que partout sur le continent asiatique, Sapiens et Erectus se soient mélangés pour former ensemble la grande famille des peuples d'Asie. À des centaines de kilomètres, les navigateurs sont à bout de force, déshydratés et brûlés par le soleil. La terre, l'autre côté du grand fleuve. Le monde est revenu. Il est remonté des profondeurs. Ils ont navigué pendant des jours et des jours. Grâce au courant, à leur inconscience et leur audace, ils arrivaient puisés sur une terre que l'homme n'a jamais foulée. Peut-être croient-ils avoir atteint le monde secret de leurs rêves. Il y a 60 000 ans, Homo sapiens découvre l'Australie. Une terre immense, détachée du reste du monde depuis des millions d'années. Le berceau d'espèces animales et végétales uniques. Ils navigueront encore de nombreuses fois sur l'océan, sans jamais retrouver leur chemin. Ils seront à l'origine d'une autre grande famille humaine, un peuple d'extraordinaires navigateurs, la famille du Pacifique. Dans le reste de l'Asie, l'émigration continue. Homo sapiens traverse la Chine et passe en Amérique à pied, par le détroit de Bering. Il découvre un autre nouveau continent, vaste et riche en gibier. Il pousse son chemin jusqu'en Amérique du Sud. Pendant ce temps, Sapiens entre en Europe par vagues successives. Il s'adapte au froid et à la vie glaciaire dans la toundra. Nous sommes à moins 40 000 ans. L'hiver européen est terrible, balayé par les vents glacials. La seule nourriture pour l'homme est la viande. Mais les troupeaux ne sont pas toujours au rendez-vous. Parfois même, ils disparaissent et la famine s'installe. Sapiens déplace ses campements toujours plus loin, en espérant trouver du gibier. Il vit dans des tipis faits de peaux et de branches, qu'il plante au sommet des collines pour guetter le moindre animal. Dans ces moments de carence, les femmes n'ont même plus de lait pour nourrir leurs enfants. Et ils meurent, les uns après les autres. Le chef du clan des rennes n'a trouvé qu'un malheureux lapin, mort de froid. Ce n'est pas avec ça qu'il va nourrir ses deux femmes et son clan. Le clan des rennes est en train de devenir le clan du silence. Inlassablement, Akia, le chef,
parcourent les alentours à la recherche du moindre mouvement dans les buissons, du moindre cri animal. Même la chair dure et puante de l'oiseau noir est une aubaine. Avec sa nouvelle arme, le propulseur, il ne rate jamais une cible à cette distance. Il veut savoir qui elle est et pourquoi elle se trouve là. Onak? La femme ne comprend pas. Elle veut son collier. Enyeke. Elle a un curieux visage. Ses bosses au-dessus des yeux. Comme si elle s'était cognée. Rio. Cette femme fait partie du peuple néandertal. Eux aussi souffrent du manque de gibier. Elle semble apprécier les coquillages du collier de Sapiens. Elle n'a jamais vu ça. Mais il est pris tout entier par son désir de la toucher, de la sentir. Et maintenant, il veut s'emparer d'elle. Et jamais une femme ne lui a résisté de la sorte. Lui, Akia, le chef du clan des reines. Au petit matin, des cris d'animaux ont retenti près du campement. Des cris comme ils n'en ont jamais entendu. Et là, devant eux, descendant du nord, des animaux énormes, couverts de longs poils et armés de dents immenses. Ce sont des longs nez. Le chaman le sait. Il y en avait beaucoup autrefois. Des grands troupeaux. Ils avaient disparu. Toute cette viande si proche. Et comment faire pour les tuer? Le vieux fou est prêt à les affronter. Mais cela ne rassure pas le chef. Le chaman trouve toujours les mots. Il fera venir l'esprit des ancêtres et donnera la force aux chasseurs. Akia vaincra. Le chaman le sait. Les mammouths occupent la Terre depuis des millions d'années. Pour ces pachydermes comme pour les hommes, la nouvelle glaciation est un fléau. Inlassablement, ces grands animaux parcourent des distances énormes pour trouver les 200 kilos de fourrage dont ils ont besoin chaque jour. Le chaman reste au sommet de la montagne. Il parle aux gens invisibles. Esprit de nos ancêtres, donnez courage et force à nos chasseurs. Tuez pour nous ces géants. Akia sait tuer le renne, le cerf, le cochon. Mais jamais il n'a osé s'attaquer à pareille puissance. Face à ces monstres, ils ne sont rien. La peur fait battre les cœurs. Mais leur estomac crie, et l'odeur de cette viande toute proche fait saliver leur bouche et courir leurs jambes. Ils sont trop rapides. Les longs nez se méfient de l'homme. Ils le fuient. Ils le fuient jusqu'au moment où il se retrouve bloqué, contraint de se retourner, et sans autre solution que de l'affronter. Et là, leur peur les rend encore plus dangereux. Sauf l'un d'entre eux, plus jeune et effrayé par les cris humains. Il ne veut pas revenir sur ses pas. Maintenant, le combat devient inévitable. Ils ont perdu la chasse.
Et l'un d'entre eux a perdu le souffle. Mais il y a encore un espoir. Là-bas, un groupe de Néandertals. Ils sont aussi venus pour tuer. Ils ont un avantage sur ceux du clan des reines. Ils connaissent le pouvoir du feu sur les longs nez. De l'autre côté, la femme néandertale effraie le dernier mammouth. Il doit rebrousser chemin. Il y a encore une chance. Une dernière. Leurs saguets ne sont rien contre la dureté de la peau de l'animal. Mais ils n'ont pas le choix. Le jeune mammouth fonce maintenant vers la sortie. Mais Néandertal est là. Si Néandertal sait qu'il peut affronter la bête quand elle est isolée, il sait aussi que ça ne suffit pas. Il faut lui couper toute retraite. Néandertal est le plus grand des chasseurs, mais un mal mystérieux ronge son corps. Le long nez est bloqué. Pour la première fois, Sapiens et Néandertal se retrouvent unis autour d'une même proie. Poussés par le même instinct de survie, ensemble, ces hommes et ces femmes ferment toute retraite aux géants. Il faut l'empêcher de bouger et restreindre son espace au minimum. La femme Néandertal n'est plus en compétition avec l'homme Sapiens. Ça y est, il est à la merci des lances. Il faut frapper dans les endroits les plus vulnérables, l'aine et l'anus, où la peau est moins épaisse. Le chaman remerciera les ancêtres jusqu'à la nuit. Grâce à eux, le clan des reines vient d'inventer une nouvelle façon de chasser. La grande chasse organisée. Et cette nouveauté va avoir des conséquences considérables sur la vie des hommes. Avec la viande du mammouth, les deux clans ont de la nourriture comme ils n'en ont jamais eu. Ils peuvent rester des mois sans chasser. Pour la première fois, les hommes ont du temps devant eux. Du temps libre pour penser, expérimenter et faire des choses apparemment inutiles. Néandertal et Sapiens se retrouvent ensemble autour d'un repas avec de nouveaux sentiments. Ceux de l'entraide, de la solidarité et aussi de l'attirance. La femme Néandertal veut le chef du clan des reines pour elle. Mais Aki a déjà 2 compagnes. Et rien ne se fera sans l'accord de ces femmes. Elles sont d'accord. Désormais, elles vivront ensemble. Les 2 clans ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Et cela passera par un long apprentissage du langage. Petit à petit. Mot par mot. La découverte de la coopération pour les grandes chasses prépare un mouvement inéluctable de rapprochement entre les hommes de différentes origines. Bientôt, des liens nouveaux vont voir le jour. Mariage, alliance,
les racines de la société. Ce soir, Akia veut prendre celle qui le rend fort et heureux. Quel est ce mal qui fait saigner son nez? La femme néandertale souffre, mais ils se plaisent et ils veulent mieux se connaître. Cette alliance ne plaît pas au chaman. Il se méfie de la femme néandertale. Cette femme et cet homme appartiennent tous deux au genre humain. Mais ils ne sont pas de la même espèce. Leur union ne peut donner de descendance. Ils sont génétiquement différents. L'esprit de la femme a volé celui de son chef. Il faut protéger le clan des reines et communiquer avec la pensée d'Akia. Ce soir-là, le feu projette l'ombre du chapeau du chef sur le rocher. Pour le chaman, c'est la partie animale qui est dans le chef, et elle danse sur la pierre. Il la voit. Il veut garder le souvenir de ce moment magique. Alors, il en suit les contours avec du charbon de bois. L'esprit est là. L'esprit d'Akia reste sur la pierre. Il l'a repris à la femme. Il y a 40 000 ans, la première représentation symbolique est fixée sur de la pierre. La naissance de l'art. Cette invention aura bientôt une portée universelle. Quelques années ont passé. Les deux clans ont fait route ensemble, mais presque tous les Néandertals sont morts du mal qui les affecte tous. Ils ne sont plus que 3, dont la femme du chef. Et à côté, comme... Elle n'en peut plus. Elle doit rester là. C'est la fin du voyage. Aucun enfant n'est venu de son ventre. Le clan ne peut s'arrêter. L'hiver les talonne. Il faut marcher vers le sud. Togoth! Akia! Le temps presse. Akia est celui qui marche devant, et il doit se conduire comme tel. Pensez avant tout à l'avenir du clan des reines. Épuisée par les fièvres, la femme veut se reposer et refroidir son corps dans l'eau glacée. Néandertal se meurt. Les humains de cette espèce vont peu à peu disparaître de la Terre. Fauchés par les maladies, par une réduction des naissances, cela reste encore un mystère. Akia ne veut plus entendre les prières du chaman. Peut-être se doute-t-il de la fragilité de notre espèce. Néandertal disparaît. La chasse aux grands mammifères se répand. Sur toute la planète, le rythme de vie change. Plus de temps libre, plus de création. Homo sapiens sculpte ses objets, fabrique des parures et décore ses outils. Une véritable explosion culturelle. Dans certains endroits, une création humaine surpuissante va voir le jour. L'art pariétal. L'art va devenir un message. Nous sommes en France. Il y a 20 000 ans, Homo sapiens s'est dispersé dans toute l'Europe. Parfois, il souffre d'isolement.
Certains clans ne trouvent pas d'autres populations avec lesquelles se mélanger. Ils se reproduisent entre eux, sur 1, 2, 3 générations. Inévitablement, la consanguinité frappe leurs enfants, les rendent incapables de se reproduire à leur tour et d'assurer l'avenir du clan. Voilà des années que Atka, le sorcier, cherche à guérir les siens de cette malédiction. Mais l'ancêtre qui les guide reste muet. Il ne répond plus. Atka a-t-il perdu son pouvoir? Qu'est-ce qu'un sorcier s'il n'est pas capable de soigner son clan? Atka se sent seul, isolé du reste du groupe, avec son fils sur les bras. Autrefois, le clan des chasseurs de bisons était prospère. Il y avait 8 chasseurs, 12 femmes et de nombreux enfants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9 et un seul enfant mâle. S'ils ne trouvent pas rapidement une solution, le clan disparaîtra. Le chef vient de découvrir un abri pour l'hiver. Le fils d'Atka est agité, comme si ce lieu lui parlait, comme s'il entendait des voix. La caverne est accueillante, spacieuse, proche de l'eau et abritée du vent. Elle a la forme d'un crâne. Des feux ont été allumés ici. Et là, des gens ont dormi. Des gens ont mangé. D'autres ont vécu ici avant eux. Où sont-ils à présent? L'enfant a été le premier à repérer le passage. C'était sa maladie. Il cherchait toujours à se cacher, pour être en dehors du monde. Atka sent une présence qui se cache au fond du ventre de la caverne. Des ours, des lions ou des humains. La roche répond à sa voix. Les grottes sont les meilleurs endroits pour les rituels chamaniques. Celle-ci lui paraît propice. Mais ils sont autre chose. Là, juste à côté de lui. Des signes, faits par la main de l'homme. Les premiers ornements rupestres. Ils figurent des stries, des cercles, des spirales. Ces formes sont les visions d'un chaman dans le premier stade de sa transe hallucinatoire. Ils étaient là. D'autres mains d'hommes ont gravé cette roche. Que s'est-il passé ici? Ont-ils voulu laisser un message? Atka sait prendre les forces cachées dans les racines, les insectes et les mollusques. Il en fait des couleurs pour sa peinture et des potions pour soigner. Grâce à eux, il pourra retrouver l'esprit égaré de son fils. Il veut le ramener à côté de lui, dans le monde du visible. Cette limace donne la vision. Elle permet d'atteindre les profondeurs de l'âme et de voyager dans l'invisible, là où se cache l'esprit de son enfant. Son ancêtre sorcier lui avait tout appris. En retournant à la nature, il y a bien longtemps, il était devenu bison. Mais son esprit guidait toujours Atka. Atka fait appel à la force de l'animal. Il lui demande de l'aider pour guérir son enfant.
Cette limace agit rapidement. Elle est spécialement efficace. L'esprit malade de l'enfant résiste. Il ne veut pas se laisser attraper. Il fuit. Atka le suit, pas à pas. Il ne le laissera pas s'échapper. Au-dessus de la transe, le clan s'est installé pour le repas. Ce qu'ils attendent depuis des années est en train d'arriver. Des hommes et des femmes d'un autre clan. Ils ne parlent pas la même langue. Il faut accueillir ceux qui viennent d'ailleurs. La chance est avec nous. C'est leur caverne. Ils ne veulent pas d'un autre clan ici. Ils ne veulent pas partager. Alors que les bras vont frapper, l'esprit du bison s'empare du corps d'Atka. Cette femme porte les signes des sorciers. Elle a tout de suite entendu les appels d'Atka dans les profondeurs du crâne en pierre. Le sorcier n'est plus Atka. Son corps ne lui appartient plus. Ses mouvements sont ceux de l'animal. La sorcière l'a compris. Elle entre dans sa transe. La main d'Atka trace les contours d'une nouvelle image devant les yeux des étrangers. Les hommes des deux clans sont pris par le spectacle. Ils cessent de se battre et attendent la suite. L'image prend une forme qu'ils connaissent. Elle leur rappelle une émotion qu'ils ont déjà vécue. Ils se regardent. Ils ressentent la même chose. Et cela leur va droit dans le cœur. Tout bouge et se transforme. Est-ce grâce à la lueur des flammes ou à la danse du sorcier? Ils voient tous l'esprit de l'animal. Ils avancent, ils marchent. Ils l'entendent même. Ils vivent ensemble l'intérieur de l'âme humaine. La peinture des cavernes devient un langage qui va permettre à tous les Homo sapiens de se comprendre et de s'accepter. Elle sera un message universel qui touche le cœur des hommes et les rend tous solidaires. Ils s'entraident, ils échangent leur savoir. Ils trouvent une meilleure façon de se protéger des vents glaciaux. Ils préparent ensemble l'arrivée de l'hiver. Atka n'a pas pu retrouver l'esprit perdu de l'enfant. Pas encore. Les deux sorciers échangent leurs secrets sur les plantes médicinales. À deux, ils deviennent 2 fois plus savants. Ils commencent la grande collecte des mystères de la nature. De ce savoir immense naîtra un jour la médecine. Entre moins 30 000 et moins 20 000 ans, des chefs-d'œuvre apparaissent presque sur toute la planète, à des milliers de kilomètres les uns des autres. Comme si tous les Homo sapiens s'étaient donné le mot. Partout, l'art rassemble des petits groupes d'hommes et les fédère en communautés plus vastes. Bientôt, des populations immenses vont s'unifier pour devenir des peuples. Mais soudain, il y a 12 000 ans, la température monte. C'est le début d'un changement climatique majeur. Les 2 tiers de la glace retenue au pôle fondent. Le niveau des océans remonte de 120 mètres. Les continents prennent peu à peu les formes qu'on leur connaît aujourd'hui. Une époque grandiose de la vie des hommes s'achève, mais une nouvelle commence.
Presque partout, la température devient clémente, l'eau abondante et la terre généreuse. Sapiens découvre des régions tellement riches en gibier et en plantes comestibles qu'il s'arrête de marcher. Il construit des villages de pierre, faits pour durer. C'est pour beaucoup la fin d'une vie de nomade qui remonte à toujours. Avec la sédentarisation, tout va changer. Dramiush, Wanwo, Piauch. Nous sommes en Mésopotamie, il y a 10 000 ans. Da, Wak, Écoute mon histoire. Drawog, Elle a bouleversé la vie des hommes. Romkia, Ma mère était jeune alors. Les nôtres ne connaissaient pas encore tout ce que l'on sait aujourd'hui. Washio Dutue, Romkia, Amuzra Nenne, Choibakeban, Yonake. Néné était un homme apprécié de tous, et particulièrement de ma mère. Il s'arrêtait pour la voir quand il rentrait de la chasse, et lui apportait toujours des œufs d'oiseaux. Depuis quelque temps, la vie était devenue moins dure pour les hommes et les femmes, et ils commençaient à prendre du temps pour être heureux ensemble. Ma mère était amoureuse de Néné, et Néné était amoureux de ma mère. Ils ne cachaient pas leur affection à la vue de tous, même si ça amusait tout le monde, et surtout le chef du village. Wandibu, Wandib, Tromaya, itu, Adreaka. Nidiwit. Cela faisait à peine 2 lunes qu'ils étaient ensemble. Ils étaient heureux et insouciants. Ruandionaka, Nene, Doa. Ce jour-là, pourtant, elle avait eu un pressentiment. En ce temps-là, nous devions aller loin dans la montagne pour cueillir les blés sauvages qui y poussaient. C'était la fin de l'été, et l'on devait ramasser le plus de grains possible pour passer l'hiver sans manquer. Néné savait qu'en cette saison, le faucon pondait ses œufs. Ma mère aimait tellement les œufs. Cet homme, il y a 10 000 ans, connaît parfaitement la nature. Elle ne le fait plus souffrir. Elle est pleine de surprises merveilleuses, et il commence à jouer avec elle. Elle ne l'a pas vu partir. Elle croit qu'il est en train de lui jouer un tour. Mashaka! Mashaka! Adria! Puis, elle se souvient de son pressentiment. Homo sapiens joue avec la nature. Mais parfois, quand il va trop loin, la nature refuse de jouer. La montagne a avalé le corps de Néné. Ma mère le cherche. En vain. Jusqu'au moment où ils entendent le cri du loup. Et ils prennent peur pour Néné. Mieux valait rester ensemble si les loups étaient nombreux. On craignait les loups. Une plainte. Un homme qui gémit. Elle sent que Néné est là, tout proche d'elle. Ce n'est pas Néné, mais le plus étrange spectacle qui lui ait été donné de voir. Un petit homme avec une louve des montagnes, le plus féroce des carnassiers.
Les loups étaient à côté de nous depuis toujours. Quand nos enfants se perdaient dans la forêt, les loups les dévoraient. Nous n'aimions pas les loups, surtout notre chef. Il en avait tué plus d'un. Mais il n'a pas le temps de s'occuper de celui-là. Il entend à son tour les gémissements de l'enfant. L'enfant est farouche, certainement abandonné par un autre clan. Ma mère veut le réconforter, mais il refuse. Assez. Le chef en a vu d'autres. Et ce n'est pas cet enfant qui va changer l'ordre des choses. Occupé par le sort de l'enfant, il cesse de chercher Néné. De toute manière, s'il était par là, il leur répondrait. Homo sapiens vit ici dans de petites huttes de pierre, rassemblées autour d'un grenier commun. Le premier village, les premières maisons. Ma mère a pris l'enfant avec elle et l'a installé sur la couche de Néné. Mais l'enfant ne veut pas dormir. Il écoute la montagne. Elle ne pouvait pas croire que la louve était la mère de l'enfant. Sa mère animale. On n'avait encore jamais vu ça. Ma mère avait beaucoup d'amour à donner. Peut-être trop pour elle toute seule. J'étais cet enfant sauvage. Je ne me sentais pas homme. Je me prenais pour un loup. Ma mère animale m'avait recueilli. Dans ce premier village, Homo sapiens partage les tâches. Chacun travaille pour la communauté. Les pots servent maintenant de récipients. Les pierres chauffées au feu font bouillir les marmites. Les femmes pensent aux hommes. Il n'y a plus vraiment de clan, mais plusieurs familles. Et chaque famille a son foyer. On se rend service, on se rend visite. La polygamie a tendance à disparaître. La famille se resserre autour du couple. Un homme et une femme, leurs enfants, et parfois leurs parents. La famille d'aujourd'hui est en train de naître. Et celle dont rêvait ma mère vient de disparaître. Aucune trace de Néné. Personne ne l'a vue. Personne ne l'a entendu. Ma mère avait besoin d'aimer, besoin de donner. Elle ne pouvait rester seule sans partager sa vie. Je ne voulais personne près de moi. Je ne supportais pas qu'on me touche, ni le contact et l'odeur des habits. Je n'acceptais que sa présence, mais pas la viande noire de feu qu'elle voulait me faire manger. Peu à peu, elle s'attachait à l'enfant sauvage. Elle s'attachait à moi. J'étais en train de prendre une place dans son cœur. La place d'un fils. La louve est revenue un beau jour pour réclamer son fils. Elle m'avait nourri, protégé, réchauffé depuis que j'étais un nouveau-né. Les hommes n'aiment pas les loups parce qu'ils ne les connaissent pas. Jamais ma mère louve ne m'aurait fait de mal. Pourtant, les hommes me croyaient en danger avec elle, comme le sont tous les enfants, avec tous les loups.
Elle a été la première à comprendre. Taska. Peut-être parce qu'elle ressentait l'amour de l'animal. Parce qu'elle souffrait, elle aussi, de l'absence de celui qu'elle avait aimé. Yonakeka Kiazadrake. J'avais maintenant 2 mères, et je ne savais pas laquelle choisir. Elle a su parler au loup, comme à l'enfant. Voilà comment ma mère est devenue ma mère pour toute la vie. Une année a passé. J'ai grandi dans le monde des hommes. La louve est restée près du village. Et petit à petit, elle s'est habituée à la présence des hommes. Une alliance est née entre l'homme et l'animal. Et ça a été le début d'une grande aventure. Avec les loups, mais aussi avec d'autres animaux. Il y a 12 000 ans, le premier loup rejoint la communauté des hommes. Mais il faudra des générations de loups nés chez les hommes pour qu'ils deviennent ce que nous appelons aujourd'hui le chien. Grâce à ma mère louve, nous avons fait d'autres découvertes. Un corps mort depuis longtemps gisait au milieu des blés sauvages. C'était la dépouille de Néné. Il avait disparu le jour où ma mère m'avait trouvé. Elle m'avait donné l'amour qu'elle avait pour lui. C'était son collier. Ma mère a tout de suite su ce qu'elle devait en faire. Les grains de blé qui étaient dans la besace de Néné avaient germé. Là où ils étaient tombés, ils avaient poussé. Le chef comprit que chaque grain s'était reproduit en une multitude d'autres. C'était si simple, et pourtant personne n'y avait jamais pensé. Ma mère m'a donné le collier de Néné, et j'ai grandi toute ma vie avec, jusqu'à aujourd'hui. Ce collier te revient désormais. À toi, le fils de mon fils. Porte-le, et transmets-le à ceux qui viendront après toi. Raconte cette histoire à tous les hommes, afin qu'ils ne l'oublient jamais. Nous sommes il y a 10 000 ans. Grâce à ces 2 fabuleuses découvertes, la vie des hommes va basculer. La découverte de l'agriculture se propage alors sur toute la Terre en quelques siècles. Homo sapiens s'installe durablement à proximité de ces cultures. Il calque sa vie sur les rythmes des saisons, récoltant chaque année le fruit de son travail. La domestication du loup est suivie par celle de nombreux autres animaux.
Homo sapiens découvre l'élevage, qui procure une alimentation sûre et abondante. Dans de nombreux endroits du monde, des monuments gigantesques se dressent vers les cieux, en hommage aux divinités dont Sapiens se dit le fils. Les hommes se multiplient, les villages se construisent, les échanges s'intensifient, des groupes de plus en plus vastes se constituent. Bientôt, des grandes civilisations vont voir le jour. La préhistoire est finie. Quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit la forme de nos yeux, les 6 milliards d'êtres humains qui peuplent notre Terre aujourd'hui descendent tous d'une même famille. Elle a vécu dans la nuit des temps et enfantera des milliers de générations d'hommes et de femmes jusqu'à nous. Leur découverte éclaire toujours nos vies. Tel est le don que nos parents, aussi lointains soient-ils, nous ont fait. Grâce à eux, nos enfants iront peupler d'autres planètes. Eh,